Depuis plusieurs mois, le conflit à Gaza fait la une de l'actualité. Alors que le 7 octobre est à la bouche de tous les journalistes, on peut se demander si cela a vraiment commencé ce jour-là. Quand on regarde de plus près, d'autres questions nous viennent également à l'esprit, comme ce que représente la puissance du Hamas. A-t-il une armée aussi féroce que l'État hébreu? Et de quoi cette dernière est-elle composée? Pour répondre à tout cela, on te propose dans cette vidéo de répondre à ces questions et de mieux comprendre les tensions israélo-palestiniennes. Est-ce que le conflit israélo-palestinien a commencé le 7 octobre 2023? Eh bien non. Il commence avec la promesse de Balfour de 1917 qui a pour but de créer un foyer national juif en Palestine. C'est le début de la Nakba, ce qui signifie désastre et qui marque le début de l'exode palestinien. L'antisémitisme, certains récits bibliques ainsi que le contexte de l'effondrement de l'Empire ottoman sont utilisés pour légitimer ce qui sera le futur État hébreu, Israël. Au fil des années, les tensions grandissent. Il ne faut pas non plus oublier qu'à ce moment-là, la Palestine est sous mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays arabes prennent leur indépendance, mais c'est aussi à ce moment-là que l'État d'Israël sera créé. En effet, l'État hébreu est officiellement né en 1948, et un an plus tard, Jérusalem est déclarée comme sa capitale. Comme tu t'en doutes, les tensions sont toujours présentes. En 1982 a lieu l'opération Paix en Galilée. Elle fait suite à la tentative d'assassinat de l'ambassadeur israélien en poste à Londres. L'armée israélienne envahit alors le Liban dans le but d'évincer la présence palestinienne. C'est le premier conflit israélo-palestinien. Puis, 5 ans plus tard, a lieu le début de l'Intifada. C'est une révolte populaire des Palestiniens contre l'occupation israélienne marquée par des manifestations, des grèves et des affrontements. Il faut savoir que ce conflit a amené à une réelle polarisation de la société israélienne. Il se termine avec les accords d'Oslo en 1993. Ces derniers prévoient la création de l'Autorité palestinienne, un organisme intérimaire de gouvernement pour les Palestiniens, ainsi qu'un retrait partiel des forces israéliennes de certaines parties de la Cisjordanie et de Gaza. Cependant, des questions clés comme Jérusalem, les réfugiés et les colonies ne sont pas résolues. Cette étape est considérée comme un progrès, mais elle ne mène pas à un accord de paix définitif. Ensuite, de 2000 à 2005 a lieu la seconde Intifada. Elle provoque des milliers de morts des deux côtés et aggrave les relations israélo-palestiniennes. Elle conduit également à la construction, par Israël, du mur de séparation en Cisjordanie. La fin de ce conflit donne lieu au retrait israélien de Gaza en 2005. Toutefois, Israël continue de contrôler les frontières terrestres, à l'exception de la frontière avec l'Égypte, mais aussi l'espace aérien et les eaux territoriales de Gaza. Cela permet à l'État hébreu de contrôler de nombreux aspects de la vie dans l'enclave, notamment les mouvements de biens et de personnes. Ainsi, de strictes restrictions sur les importations et exportations sont imposées, mais aussi sur les mouvements de personnes et les activités économiques. 2 ans après le retrait israélien de Gaza, en 2007, le Hamas prend le contrôle de l'enclave. En réponse à cette prise de pouvoir, l'État hébreu, avec le soutien de l'Égypte, a renforcé le blocus sur Gaza. Ce blocus, couplé aux conflits récurrents, a entraîné une grave crise humanitaire à Gaza. L'accès aux services de base, comme l'eau potable, l'électricité, les soins médicaux et l'éducation, sont largement limités. Selon Israël, l'objectif est d'affaiblir le Hamas, mais ce blocus a été critiqué par la communauté internationale pour ses effets dévastateurs sur la population civile. De plus, l'Égypte a également imposé des restrictions strictes à sa frontière avec Gaza, bien que celle-ci soit parfois ouverte pour des raisons humanitaires. Depuis le début de ce blocus, de nombreuses agences humanitaires ont souvent signalé que la situation à Gaza était proche du désastre humanitaire, avec une grande partie de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Après la prise de pouvoir du Hamas, il s'ensuit plusieurs guerres avec Israël en 2008, 2012 et 2014. Chaque conflit entraîne des pertes humaines importantes, surtout parmi les civils palestiniens, et une destruction massive d'infrastructures dans la bande de Gaza. Ensuite, en 2017, a lieu la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis. 3 ans plus tard, ont lieu les accords d'Abraham. En fait, sous l'impulsion des États-Unis,
Israël normalise ses relations avec plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. En mai 2021, de nouvelles tensions éclatent à Jérusalem, notamment autour du quartier de Sheikh Jarrah, entraînant une nouvelle guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas. Le conflit est marqué par des destructions à Gaza et des violences intercommunautaires en Israël. Le 7 octobre 2023, une attaque massive et coordonnée est lancée par le Hamas sur Israël. Cet événement a marqué un tournant significatif dans le conflit israélo-palestinien, entraînant des répercussions majeures dans la région et au-delà. Des centaines de personnes ont été tuées lors de ces attaques et le Hamas a capturé un nombre important d'otages, tant militaires que civils, qu'il a ramenés dans la bande de Gaza. L'État hébreu a réagi rapidement par des frappes aériennes massives et a déclaré l'état de guerre. Au fil des mois, Gaza devient un réel champ de ruines. Ainsi, le 13 mai 2024, l'UNICEF annonce que 34 735 personnes auraient été tuées à Gaza, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes. De plus de 78 000 personnes auraient été blessées, dont 12 300 enfants. Des milliers d'autres sont portés disparus et sont probablement sous les décombres. Selon leur estimation, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes. De plus, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, près d'1,9 million de personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début de la guerre. Mais le Hamas est-il vraiment si puissant? Israël est composé de 9,5 millions d'habitants et compte 170 000 soldats actifs. On peut aussi noter que le budget de la défense israélienne représente 4% du PIB, soit 19 milliards de dollars. Il est donc l'un des pays ayant le plus gros budget militaire, ce qui permet à l'État hébreu d'avoir une force significative dans tout conflit potentiel. Quand on regarde du côté de son arsenal militaire, on voit qu'il dispose, pour l'armée de l'air, de 340 avions militaires prêts à combattre. Il a notamment des F-15 à longue portée, qui sont l'un des avions les plus avancés au monde. Mais aussi des F-35 qui sont des avions furtifs de haute technologie, capables d'échapper au radar, ainsi que des hélicoptères d'attaque rapide. D'ailleurs, Israël est reconnu pour ses frappes aériennes de précision. Du côté de la marine, elle est assez petite, avec une soixantaine de bateaux. Mais le réel avantage de l'État hébreu est qu'il est supposé posséder ses propres armes nucléaires. Cependant, le pays reste très confidentiel à ce sujet. De plus, Israël est connu pour son système nommé Dôme de fer, une défense antimissile à courte portée qui constitue l'épine dorsale de sa défense. Le pays est aussi reconnu pour sa technologie militaire. Il utilise notamment des armes dotées de l'IA. Il y a par exemple le char Barak, dont la principale caractéristique est la capacité des commandants à voir autour du char, même lorsque les écoutilles sont fermées. Il fonctionne également avec le système de protection active Trophy, qui crée un bouclier protecteur à 360 degrés autour du char. Le système détecte et neutralise instantanément toute menace en tirant un missile qui fait exploser celui voulant toucher le char. On peut aussi parler du Smart Shooter, qui est un viseur qui est fixé sur l'arme des soldats. Selon l'armée israélienne, cela fait de chaque soldat ordinaire un tireur d'élite. Il a la capacité de détecter automatiquement les cibles et de les verrouiller, ce qui permet à l'arme de ne faire feu que lorsqu'elle a le plus de chances de toucher sa cible. Utilisé dans la lutte contre les drones, le système est aussi capable de détecter les êtres humains. Mais la technologie qui a fait grand bruit ces derniers mois, c'est qu'Israël teste des chiens robots militaires à Gaza. Ils ont été développés par Ghost Robotics en partenariat avec la société israélienne Robotican. Équipés de drones, leur objectif est de soutenir les opérations militaires. Nommé Vision 60, le même type de robot a également été présenté armé d'un fusil d'assaut sur le dos. Ces robots quadrupèdes ont l'avantage de pouvoir traverser tous les types de terrain. L'objectif de Vision 60 est de détecter toute intrusion humaine ou d'engin explosif dans une zone donnée sans mettre en danger le personnel allié. Mais ces robots ont plusieurs désavantages. Ils ont une durée d'autonomie de seulement 3 heures pour une distance maximale de 10 km. De plus, ils sont relativement lourds avec leurs 51 kg, ce qui représente un frein considérable dans la réalisation de missions. Cependant, le Vision 60, comme le char Barak ou le Smart Shooter, montre qu'avec ces technologies, Israël a renforcé son statut de leader mondial dans la fabrication de systèmes de défense de pointe.
Un dernier avantage d'Israël est sa proximité avec ses alliés, surtout avec les États-Unis, la plus puissante armée au monde. D'ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, à plusieurs reprises, Joe Biden, le président des États-Unis, a déclaré qu'il ferait tout pour protéger la sécurité de l'État hébreu. Mais pourquoi ? Pour comprendre, il faut regarder l'histoire des relations entre les deux pays. Avant l'événement du Pearl Harbor, bateau américain attaqué par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'impliquent peu dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Il faudra attendre leur implication dans la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout la guerre froide. En effet, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde devient bipolaire et deux grandes nations, les États-Unis et l'URSS, veulent s'imposer sur la scène internationale et rendre leur système politique universel. Le Moyen-Orient est alors vu comme un enjeu par ces deux puissances, car elle a une position stratégique et est une source de pétrole. Les États-Unis seront les premiers à reconnaître en 1948 la création de l'État d'Israël, et ils deviendront vite un atout face à l'URSS. Après la chute du communisme, de nouvelles alliances se créent, et les États-Unis sont vus comme une grande puissance ainsi que le garant de la survie d'Israël. L'État hébreu est soutenu par chaque président américain, et chacun d'eux soutient le pays aussi bien de manière diplomatique, militaire que financière, et n'hésite pas à utiliser de leur pouvoir de veto à l'ONU. Le droit de veto est utilisé par les membres permanents quand ils souhaitent bloquer des résolutions que le Conseil de sécurité voudrait prendre. Celui-ci sera utilisé plusieurs fois par les Américains pour soutenir, protéger et éviter certaines condamnations à Israël. Pourtant, l'ONU reproche à ce dernier l'emploi de la violence militaire à l'encontre des civils notamment. Ainsi, entre 1988 et 1992, les États-Unis émettent 9 vétos. Cela montre le pouvoir considérable des États-Unis, et on peut alors se demander si ce n'est pas eux qui choisissent les décisions finales concernant Israël à la place de l'ONU. Plus récemment, on voit que les États-Unis continuent de vouloir protéger Israël coûte que coûte. Depuis le 7 octobre, plus de 3 milliards de dollars d'équipements militaires ont été envoyés à l'État hébreu, notamment des missiles de croisière, des munitions de précision et des systèmes de défense anti-aérienne. Pourtant, plusieurs fois, le président américain a brandi la menace d'un embargo sur les livraisons d'armes offensives en cas d'intervention militaire sur la ville palestinienne de Rafah à Gaza. Cette décision radicale, qui aurait été prise en concertation avec les plus hauts responsables de la Maison-Blanche, vise à exercer une pression maximale sur le gouvernement israélien. L'objectif affiché étant de l'inciter à la retenue et à privilégier une désescalade des tensions avec les Palestiniens. Malgré ces propos, une offensive israélienne a débuté en mai 2024 et l'embargo n'a jamais eu lieu. Premièrement, pour comprendre la puissance de la Palestine, il faut comprendre que ce sont la Cisjordanie et Gaza. Ce sont deux territoires palestiniens qui ont des similitudes et des différences significatives en termes de géographie, de gouvernance, de situation économique, de relations avec Israël et de dynamique sociale. Parmi les points communs, Gaza et la Cisjordanie faisaient tous les deux partie du mandat britannique sur la Palestine avant la création de l'État d'Israël en 1948. Puis ces deux territoires ont été occupés par Israël après la guerre des 6 jours en 1967, ce qui a marqué le début d'une longue période d'occupation militaire israélienne. Les habitants des deux territoires partagent une identité nationale, culturelle et linguistique commune. La communauté internationale reconnaît en général les deux territoires comme faisant partie d'un futur État palestinien, bien que les négociations sur leur statut final soient restées sans issue depuis plusieurs décennies, comme tu l'as vu précédemment. De plus, les habitants des deux territoires ont été confrontés à la violence, aux restrictions de mouvement, aux arrestations et aux activités militaires israéliennes. Il y a cependant des différences entre les deux. Gaza est une petite bande côtière de 365 km² située le long de la Méditerranée, bordée par Israël et l'Égypte. Alors que la Cisjordanie est une région plus vaste d'environ 5640 km², située à l'est d'Israël avec une frontière avec la Jordanie. Là-bas, les conditions de vie varient avec certaines zones urbaines plus développées, mais les Palestiniens souffrent également de restrictions de mouvement, de violences liées aux colonies et de difficultés économiques. La Cisjordanie abrite également un grand nombre de colonies qui sont considérées comme illégales par le droit international, mais qui sont soutenues par Israël. Il faut savoir que ces colonies compliquent les négociations de paix et la vie des Palestiniens.
La gouvernance de Gaza et de la Cisjordanie est également différente. Alors qu'à Gaza, le Hamas contrôle l'enclave après avoir évincé l'autorité palestinienne lors d'un conflit interne en 2007, en Cisjordanie, le pouvoir est administré principalement par l'autorité palestinienne dirigée par le Fatah. Cette dernière est considérée comme plus modérée et coopérative avec Israël, bien que les tensions persistent. Alors que Gaza est soumis à un blocus strict par Israël et partiellement par l'Égypte depuis 2007, limitant sévèrement les échanges économiques, les mouvements de personnes et l'accès aux ressources, la Cisjordanie, elle, bien qu'elle soit également sous occupation militaire israélienne, n'est pas soumise à un blocus total. Cependant, elle est fragmentée par des centaines de checkpoints israéliens, le mur de séparation et des colonies israéliennes. Cela nous montre bien que Gaza et la Cisjordanie partagent une identité palestinienne commune et sont toutes les deux affectées par le conflit israélo-palestinien. Cependant, ils se distinguent par leur gouvernance, leur situation économique, leurs relations avec Israël et la communauté internationale, mais aussi par leurs conditions de vie. Il est donc difficile de parler de la Palestine comme un pays ayant une autorité militaire unique. En Cisjordanie, ce sont les forces de sécurité palestiniennes, alias FSP, qui constituent les institutions militaires et paramilitaires. Elles jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la lutte contre le terrorisme et la gestion des affaires intérieures. Voici un aperçu de leur histoire, leurs caractéristiques et leur rôle dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Elles ont été créées à la suite des accords d'Oslo signés en 1993 entre l'Organisation de libération de la Palestine, alias OLP, une organisation politique palestinienne importante, et Israël. Ces accords ont conduit à la création de l'autorité palestinienne, un gouvernement intérimaire pour gérer les affaires civiles et sécuritaires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais aussi des forces de sécurité palestiniennes. Elles ont été officiellement établies pour prendre en charge les responsabilités de sécurité dans les zones autonomes palestiniennes, en remplacement de l'administration militaire israélienne. Elles sont composées de plusieurs branches. La première sont les forces de sécurité préventive qui sont chargées de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme et du renseignement. Ensuite, nous avons les forces de police civile qui sont responsables de l'application de la loi, de la gestion de la circulation et de la prévention de la criminalité dans les zones urbaines. On peut parler aussi des forces de sécurité nationale qui constituent la force paramilitaire principale agissant comme une armée de l'autorité palestinienne. Elles sont responsables de la sécurité aux frontières et peuvent être déployées pour des missions spécifiques de maintien de l'ordre. Depuis leur création, les FSP ont bénéficié de l'assistance technique, de la formation et du soutien financier de plusieurs pays, notamment des États-Unis, de l'Union européenne et de certains pays arabes. Cette aide vise à renforcer leurs capacités pour maintenir l'ordre et stabiliser les territoires palestiniens. Il faut savoir que la seconde intifada, déclenchée en 2000, a été un moment de crise pour les FSP, qui ont été également affaiblis par les conflits internes, les opérations militaires israéliennes et les divisions politiques. Durant le conflit, les infrastructures des FSP ont été gravement endommagées par les frappes israéliennes, et de nombreux membres des forces ont été tués, arrêtés ou ont rejoint des groupes militants. Cette période a vu une érosion significative de la capacité des FSP à maintenir l'ordre. Après la prise de pouvoir du Hamas à Gaza en 2007, l'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah, parti politique nationaliste palestinien faisant partie de l'OLP, a entrepris de réformer et de renforcer les FSP en Cisjordanie. Ces réformes ont été soutenues par la communauté internationale, notamment à travers des programmes de formation et d'équipement. Les FSP ont joué un rôle crucial dans la stabilisation de la Cisjordanie, en rétablissant l'ordre public et en réduisant les activités militantes. Elles ont également collaboré avec Israël dans le cadre de la coordination sécuritaire, bien que cette coopération ait été controversée parmi les Palestiniens. Aujourd'hui, même s'ils ne sont plus présents à Gaza, les FSP continuent de jouer un rôle important en Cisjordanie, bien que leur avenir soit incertain en raison de l'absence de progrès vers une solution politique au conflit israélo-palestinien, mais aussi des divisions internes et de la corruption. Il faut savoir que comparé à l'armée israélienne, reine de la technologie militaire, les FSP n'ont presque rien, car ils sont limités dans l'acquisition d'armes lourdes et d'équipements offensifs tels que les chars, les hélicoptères et les missiles. Ces restrictions sont imposées par les accords internationaux et par Israël,
qui surveille étroitement les types d'armements que les FSP peuvent posséder. Les armes lourdes, comme les mortiers, les lance-roquettes ou l'artillerie, ne font donc pas partie de l'arsenal des FSP. Elles ne sont donc pas une réelle menace pour l'État hébreu. Cependant, cela est un peu différent pour le Hamas. Comme tu l'as maintenant compris, le Hamas ne représente pas la Palestine et gouverne seulement sur Gaza, qui s'étend seulement sur une largeur de 6 à 12 km, avec une superficie de 360 km². Son nom est l'acronyme de Mouvement de résistance islamique, et il est né en 1988 à Gaza par un groupe d'étudiants universitaires liés aux frères musulmans. Ces derniers sont un mouvement qui a joué un rôle significatif dans la politique et la société, et dont l'objectif était la recherche d'un nouveau système. Il faut tout de même noter qu'ils sont considérés comme terroristes par plusieurs pays, comme l'Égypte, la Russie ou encore les Émirats arabes unis. La création du Hamas vient d'un dilemme auquel font face les frères musulmans. Ils ont peu d'implication dans l'intifada, mais s'ils y prennent part, ils mettent en danger leur structure et contredisent leurs principes. En effet, un des principes de l'organisation est qu'il faut d'abord réislamiser la société avant de s'engager dans une lutte contre Israël, ce que les futurs créateurs du Hamas refusent. Il reste tout de même un mouvement satellite aux frères musulmans. De plus, pour le Hamas, la guerre sainte est vue comme l'unique moyen de libération qui permettra de créer un État islamique. Il a vite gagné en succès car il a été vu comme un parfait adversaire à l'OLP et il rentrera d'ailleurs en compétition ouverte contre eux en se présentant comme une alternative. De plus, comme il est issu des frères musulmans, il a la chance de bénéficier d'une branche politique préexistante qui est composée d'un bureau et d'une cellule d'information. Le Hamas avait aussi une unité de sécurité qui était déjà opérationnelle et qui lui permettra de punir les ennemis, mais aussi d'obliger la population à suivre les directives du mouvement. À l'heure actuelle, il est composé de plusieurs branches ayant des rôles spécifiques. Une aile politique, une aile militaire et une aile sociale, mais aussi une aile idéologique. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et Israël, en raison de ses activités violentes et de son refus de reconnaître l'État d'Israël. Cependant, le Royaume-Uni, par exemple, ne considère comme terroriste que la branche armée du groupe. Le Hamas possède plusieurs forces militaires et paramilitaires, dont la plus connue sont les brigades Izz al-Din al-Qassam. Créées en 1991, elles sont formées pour mener des opérations militaires contre Israël et défendre les intérêts palestiniens. Elles disposent d'une structure hiérarchique stricte avec des commandants responsables des opérations dans leurs zones respectives. Les brigades sont responsables de la majorité des actions militaires du Hamas, y compris des attentats suicides, des tirs de roquettes, des embuscades et des affrontements avec les forces israéliennes. Il faut savoir que le Hamas dispose aussi de forces navales, souvent qualifiées de rudimentaires, chargées de surveiller et de défendre les côtes de la bande de Gaza. Elle est composée d'une unité spéciale nommée Brigade Noukba, qui est spécialement formée pour des missions complexes telles que les infiltrations derrière les lignes ennemies, les opérations commando et les enlèvements de soldats israéliens. L'objectif principal de cette unité est d'attaquer sur ou sous l'eau et d'infiltrer Israël par ses plages. Les cibles comprennent des infrastructures israéliennes en mer, des navires militaires et civils et des centrales électriques. Mais comment le Hamas obtient-il son équipement? D'où vient-il? Comment, malgré son isolement, a-t-il acquis diverses technologies militaires? Cela se fait de trois manières, via la contrebande à travers des tunnels reliant Gaza à l'Égypte, via des routes maritimes clandestines et par la production d'armes locales. Un exemple sont les roquettes Qassam qui ont une portée qui peut varier d'une dizaine à une quinzaine de kilomètres selon les versions. Ces armes artisanales sont nommées d'après le brigadier Izz al-Din al-Qassam, un leader nationaliste arabe et religieux qui a combattu contre les forces britanniques et sionistes au début du XXe siècle. Le développement de ces roquettes a commencé au début des années 2000 dans le contexte de la seconde intifada. Avec le temps, leurs capacités ont été améliorées et d'autres types de roquettes ont été introduits. Ces nouveaux engins, souvent plus puissants et plus précis, ont complété l'arsenal du Hamas. De plus, l'organisation a reçu le soutien de certains pays, principalement l'Iran, qui fournit des armes, des financements et une formation militaire. D'autres groupes, comme le Hezbollah au Liban, ont également fourni une aide.
Ainsi, selon des experts militaires, le Hamas possède des armes de pointe qu'elle a modifiées pour qu'elles soient plus meurtrières. D'ailleurs, BBC Arabe a identifié 4 armes importantes. Premièrement, il y a le missile anti-char Yasin 105. Il apparaît dans plusieurs vidéos diffusées par le Hamas où il est montré en train de viser des chars Merkava israéliens à Gaza. Le missile porte le nom de Sheikh Ahmed Yassin, un des défunts fondateurs du mouvement. Il est tiré à partir d'un lanceur de grenades propulsé par fusée de fabrication russe. Il a une conception à double ogive qui constitue une innovation majeure pour le Hamas. En effet, plusieurs experts expliquent que la précision requise pour la conception de cette double ogive démontre les capacités avancées du Hamas en matière de fabrication d'armes. Ainsi, la première charge explosive cible le blindage du char, permettant une pénétration partielle ou complète, tandis que la seconde charge assure une pénétration complète à l'intérieur de celui-ci, le faisant exploser. La portée effective du missile est de 150 à 500 mètres avec une vitesse maximale de 300 mètres par seconde. Même si les chars israéliens sont équipés d'un système permettant d'intercepter les missiles entrants, ce dernier aurait eu du mal à intercepter le missile Yassin. Les experts militaires estiment que le Hamas dispose d'un stock important d'au moins 2000 missiles de ce type. Deuxièmement, il y a la torpille Al-Asef. Présentée dans une vidéo à la fin d'octobre 2023, elle a été utilisée lors de l'attaque du 7 octobre. C'est un véhicule sous-marin sans pilote. Elle est mise en avant pour sa polyvalence car elle peut servir à diverses tâches sous-marines, notamment la cartographie, la surveillance, l'inspection de structures immergées, le contrôle environnemental et les opérations de combat. L'arme est fabriquée à Gaza et elle est dotée d'une bouteille de gaz comprimé. De plus, le moteur à combustion interne, la caméra et les antennes de guidage peuvent être obtenus à partir de produits non interdits et de matériaux recyclés. C'est notamment possible avec des ateliers équipés de l'impression 3D. À l'heure actuelle, il existe peu de preuves de son efficacité. Troisièmement, nous avons le F-7 RPG nord-coréen qui est un lance-grenade. Il figure sur de nombreuses vidéos du Hamas. Comme tu l'as compris, il provient de Corée du Nord et présente des caractéristiques distinctives, notamment une bande rouge autour de la tête du projectile. Il est aussi connu pour sa rapidité de rechargement et est particulièrement efficace contre les véhicules lourds. Selon certains experts, comme Philip Ingram, ancien officier de renseignement de l'armée britannique, le Hamas semble avoir modifié le lanceur, comme il l'explique à BBC Arabique. Ainsi, ils ont remplacé le projectile anti-char par une variante antipersonnelle, contenant des éclats d'obus qui multiplient les dégâts. L'expert ajoute « Il n'y a pas de preuve directe que ces armes sont parvenues au Hamas depuis la Corée du Nord ou l'Iran, à qui la Corée du Nord fournit des armes depuis de nombreuses années. Néanmoins, il n'y a pas d'autre moyen pour eux de les obtenir. C'est par cette méthode que la Corée du Nord obtient une grande partie de ses devises étrangères. » Enfin, quatrièmement, l'engin explosif The Shawaz. Venant d'un mot arabe pour flamme, c'est un engin explosif fabriqué localement et utilisé pour tendre des embuscades aux véhicules à courte distance. Dans ce conflit, ce serait un modèle modifié qui est utilisé et qui est capable de détruire les véhicules blindés israéliens. Ils sont constitués d'un disque métallique, généralement en cuivre, immergé dans des explosifs. Lors de la détonation, le disque de cuivre se transforme en projectile, pénétrant le blindage des véhicules visés. La simplicité de ces dispositifs contraste avec la complexité de leur conception et de leur application. Pourtant, le Hamas a démontré qu'il était capable de les fabriquer. Mais comment continue-t-il à fabriquer et à se procurer des armes ? En fait, le Hamas réutilise les bombes israéliennes non explosées ainsi que le métal et les câbles des bâtiments endommagés ou détruits. Il ne faut pas oublier que le Hamas n'est pas le seul présent à Gaza. Par exemple, on peut noter la présence du djihad islamique. Il voit le jour dans les années 70 par d'anciens membres des frères musulmans. Il ressemble fort au parti des frères musulmans car tous les deux lient religion et nationalisme. Mais il ajoute l'application pratique, la lutte armée contre l'occupant. Ils sont proches de l'Iran et obtiendront même des subsides de leur part à partir de 1987. Ils se définissent comme un groupe de résistance constitué de groupes paramilitaires dont le but est d'attaquer des cibles israéliennes. Ces membres sont donc prêts à mourir comme martyrs.
Au début de l'intifada, le djihad est très populaire grâce à ses opérations spectaculaires. Mais petit à petit, il décline. Car même si c'est un assez petit groupe, il sera très vite la cible du gouvernement israélien qui n'hésitera pas à les expulser, les assassiner ou encore les arrêter. Il reste tout de même puissant. D'ailleurs, dans l'interview accordée à Al Jazeera Arabique, l'un de ses dirigeants a admis avoir pris 30 otages à Israël le 7 octobre. Alors, est-ce que le Hamas est plus puissant qu'on ne le pense? Oui. Contre toute attente, il est équipé de plusieurs armes de pointe malgré le blocus sur Gaza, ce qui étonne beaucoup les experts. Cependant, cela ne vaut pas la force d'Israël. N'oublions pas que le pays est considéré comme le leader mondial dans la fabrication de systèmes de défense de pointe.